Bienvenue à tous sur Africa 24. Dans l'univers complexe du conseil stratégique appliqué au secteur extractif, rares sont les structures africaines qui allient ancrage local, approche multidisciplinaire et portée internationale. C'est ce positionnement que défend depuis plus de 15 ans le cabinet Troisième Partenaire et Conseil. Au cœur de cette démarche, Georges Ndiaino, responsable de la ligne Conseil, joue un rôle clé dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions sur mesure pour les gouvernements, entreprises nationales et partenaires privés. Il est l'invité de cette nouvelle édition de décryptage. Monsieur Ndiaino, bienvenue sur Africa 24. Vous êtes responsable de la ligne Conseil chez Troisième Partenaire et Conseil. En quoi consiste précisément votre mission et quels sont vos axes d'intervention prioritaires? Au sein du cabinet Troisième Partenaire et Conseil, je suis responsable de la ligne Conseil au sein du département audit. Donc, mes missions consistent à conduire des missions d'audit. Donc, je supervise ces missions. J'ai une équipe de collaborateurs dans mon département que j'affecte aux différentes missions. Je gère également la relation avec l'administration. Je suis également chargé de la supervision des rapports. Et il m'arrive également d'intervenir ponctuellement sur les problématiques, sur les dossiers, sur le terrain. Dans le cadre de vos travaux, quels sont les leviers clés que vous mobilisez pour améliorer la gouvernance des ressources naturelles en Afrique? Sur ce point, le cabinet Troisième Partenaire et Conseil, important de le rappeler, lorsqu'il a été créé, avait pour vocation de valoriser la compétence locale. Et donc, ça a été créé suite à un certain nombre de faiblesses constatées au niveau de nos administrations, sur le suivi d'un certain nombre d'aspects. Et donc, nous, aujourd'hui, on se positionne comme un cabinet africain pour accompagner les administrations. Et comment se matérialise cet accompagnement? C'est déjà les assister dans l'exécution de leurs prérogatives. Ce que nous faisons, c'est du conseil. Le contrat de partage engage l'État et l'État a des prérogatives de contrôle. Mais parfois, ce qu'on constate, c'est que l'État n'a pas toujours les compétences en interne pour pouvoir réaliser ses missions. Et donc, nous, aujourd'hui, le fait d'accompagner l'État dans l'exécution de ses prérogatives est une façon aujourd'hui de garantir la bonne exécution des contrats et donc la réalisation des bénéfices attendus de ces contrats. L'autre aspect également, c'est le renforcement des capacités, donc qu'on fait à travers des formations qu'on anime. Au Gabon, là où nous sommes installés, mais également dans un certain nombre de pays de la sous-région, donc au Congo, au Niger, en Côte d'Ivoire. Vous avez conduit de nombreux audits de contrats de partage de production et autres contrats stratégiques. Quelles failles reviennent le plus souvent et comment y remédier durablement? En termes de failles, je vais présenter les choses sous deux aspects. Il y a déjà les failles liées à la conception des contrats eux-mêmes. Voilà. Et d'ailleurs, ce sont ces insuffisances-là qui ont motivé le choix du thème que nous avons développé durant ces journées pétrole. Le contrat de partage, c'est un contrat qui avait été établi à l'époque pour pouvoir instaurer un rapport de force entre les États et les compagnies pétrolières. Et malheureusement, dans le contexte de l'époque, où nos États avaient certes une certaine souveraineté politique, mais pas forcément tous les moyens et toute la force de négociation, ces contrats ont été signés pas forcément avec des termes complètement bénéfiques aux États. Ça, c'était la première faille. Et comment elle se traduit? Dans l'exécution de nos missions, il nous arrive de relever un certain nombre d'aspects pour lesquels les contrats ne légifèrent pas et face auxquels nous sommes limités. Parce que la compagnie en face nous oppose que ce point n'a jamais été traité dans le contrat. Quand bien même il peut relever de la pratique, le vide juridique parfois limite un certain nombre d'actions. Le deuxième point également, c'est au niveau de nos administrations, qui ne sont pas toujours outillés en termes de compétences ou en termes de moyens technologiques pour pouvoir assurer un certain nombre d'actions et réaliser un certain nombre de contrôles ou d'assumer pleinement les prérogatives que leur donne le contrat. Et c'est également, ça se traduit parfois par un certain nombre de difficultés qu'on peut rencontrer dans l'exécution de certains contrôles. Il peut arriver parfois que pour un certain nombre de questions d'organisation, des informations qui sont censées être gérées par l'administration, on reste tributaire des opérateurs pour ces contrats-là, pour ces informations, autant pour moi. Et ça également, c'est un facteur qui peut être limitatif. Et c'est une des faiblesses aussi à relever.
À vos yeux, quels sont les défis majeurs qui freinent encore l'efficacité des politiques publiques dans le secteur extractif et quelles pistes recommandez-vous? Bon, les défis sont nombreux et à mon sens, il y a un défi qui est majeur, c'est la volonté politique et la bonne gouvernance. Je pense que de là découle un certain nombre d'insuffisances qu'on peut relever aujourd'hui dans les politiques liées au secteur extractif. Ce qu'on a souvent pu constater, c'est qu'aujourd'hui, si on doit revenir dans le cas du CEPP, qui est un très bon contrat dans sa conception, malheureusement, l'exécution se heurte souvent à des problématiques d'ordre politique. Peut-être pour des raisons diplomatiques ou stratégiques, le contrat n'est pas toujours correctement mis en œuvre. Mais également, il y a aussi un problème de renforcement de capacité au niveau de nos administrations, de moyens. Et je pense qu'à l'origine également de ça, c'est toujours une question de volonté politique. Donc pour moi, le vrai défi, ce serait une prise de conscience de nos dirigeants et la mise en place d'actions fortes pour améliorer la bonne gouvernance. Et je pense que s'il y a des avancées sur ce plan, je pense que les retombées pourront se faire sentir au niveau des politiques qui pourront être mises en œuvre. Parce que peu importe la façon dont est conçue une politique avec toutes les bonnes intentions, tous les bons outils, si on n'a pas la volonté en amont de mettre les moyens, de changer les choses, ben, on va toujours avoir les mêmes résultats ou l'absence de résultats. Monsieur Ndiaye-No, à la lumière de votre participation aux Journées Pétrole organisées par le cabinet 3e partenaire et conseil du 28 au 31 mai 2025, quelle est votre appréciation de cet événement dont vous faites partie des initiateurs? Ben, je sors de cette 3e édition satisfait. Pourquoi? C'est une initiative que nous avons lancée il y a 2 ans, donc en 2023. À cette époque, nous avions réuni 7 pays et nous ciblions prioritairement les administrations directement impliquées dans le pétrole, donc les directions d'hydrocarbures, les ministères du pétrole et les sociétés nationales. Et aujourd'hui, ma satisfaction est augmentée de voir que cet événement aujourd'hui a eu de la résonance auprès d'autres acteurs impliqués dans le pétrole, directement ou indirectement. Pour cette édition, nous avons élargi le nombre de pays. Nous avons pu mobiliser plus de pays que lors des éditions précédentes, une dizaine de pays. Des pays avec un vécu différent, des pays matures qui ont un vécu dans le secteur pétrolier, comme le Gabon, des pays qui sont en train de se lancer, qui ont commencé, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, des pays qui veulent se lancer, qui veulent démarrer, comme Madagascar, le Comore, et qui sont soucieux d'apprendre des erreurs de ceux qui sont déjà passés par un certain nombre de problématiques auxquelles ils pourraient être confrontés. Mais à côté de ça, et c'était une tendance qui avait déjà commencé depuis la 2e édition, où nous avions reçu les administrations des douanes et des impôts, qui ne sont pas des acteurs directs du secteur pétrolier, mais qui sont également des parties prenantes au CEPP, puisque le CEPP, il prévoit un certain nombre de dispositions en ce qui concerne les régimes fiscaux et douaniers. Et pour cette année, nous avons pu avoir des entreprises du secteur privé, donc des cabinets. Donc, ça montre vraiment que c'est un thème qui est central, qui concerne beaucoup d'acteurs, qu'il est important aujourd'hui de créer une synergie entre tous les secteurs pour pouvoir vraiment avoir les bénéfices de ce contrat. Monsieur Georges Ndiaye-No, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de décryptage.